tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis avec Taha Mansour. Salut Alexis, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. C'est parce que comme on a un casque avec les micros, c'est vrai qu'on entend notre propre voix et elle est un peu, elle est un peu améliorée quand même, non? Tu trouves pas? Un peu modifié, Ouais. j'aimerais dire. Moi, j'aime bien ma voix naturelle, mais On va parler de quoi cette semaine? aujourd'hui, on parle d'effort. Et tout simplement, qu'est-ce qui fait que vous appréciez passer un moment avec quelqu'un? Et qu'est-ce qui fait que vous appréciez un moment avec une entreprise, dans un événement ou pas? L'expérience client et surtout l'effort que vous mettez en place. On va voir des conseils très concrets sur, par exemple, si vous avez un business, écoutez cet épisode parce que ça vous permettra d'augmenter et d'améliorer votre relation client et d'avoir des clients beaucoup plus contents quand ils sortent de votre restaurant, de votre marché, d'avoir une meilleure relation avec eux. Et aussi, ça va être des conseils où l'on va voir qu'est-ce qui fait que vous pouvez passer plus ou moins du bon temps avec différentes personnes. Tout ça est centré sur une notion centrale qui est la notion de l'effort perçu. L'effort perçu mis en place. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Avant cela, j'aimerais vous raconter une anecdote. Imaginez que vous êtes en France, vous êtes dans un resto, vous ouvrez la carte et là vous voyez la liste de 20 objets. Vous êtes en mode oh là là, c'est horrible. Qu'est-ce que je vais choisir encore? Vous regardez un peu, vous dites ok, là il y a un steak, il y a un burger, ah mais il y en a deux, ok, bon je sais pas lequel. Là ils ont quoi? Ils ont des salades, ouais, non, pas ouf. Ah, ils ont des pâtes, ok, intéressant. Ils ont des plats, genre blanquette de faux, ah c'est compliqué, je sais pas quoi choisir et tout. Vous décidez sur un plat enfin après tout cet effort et Et après. il est pas dispo. Exactement, le serveur il vient et il fait non, désolé, il est pas dispo. Horrible comme sensation. Et du coup, vous vous dites, oh purée, bon, allez, je vais reprendre autre chose, etc. Je vais vous raconter un truc similaire, mais cette fois-ci, j'étais allé en Angleterre. Et en Angleterre, j'étais allé voir une comédie musicale, Wicked. Excellent d'ailleurs. Et du coup, avant de rentrer dans le spectacle, je voulais aller m'acheter une boisson parce qu'il y a des bars à l'entrée de à l'entrée de chacun des théâtres. Donc, je rentre et là, je leur dis bonjour, j'aimerais un thé glacé. Et là, la personne réfléchit un peu et puis elle me fait alors, on n'a pas de thé classé, mais je pense que le plus proche qu'on aura, ça sera de la limonade. Et si vous voulez, je peux mettre du sirop avec. Est-ce que ça vous va? Mhm. Ça, c'est drastiquement différent Ah oui, que carrément, ça dire se sent. non, j'ai pas. Voilà. À ton avis, comment t'as perçu la différence entre justement le serveur qui vient et qui te dit bah non, on n'a pas, et elle qui vient et qui te dit bah écoute, en fait, le Mhm. plus proche que j'aurais, ça serait ça. Bah, comme tu as parlé d'effort, c'est vrai qu'on n'a pas l'effort de ah bah qu'est-ce que de la prise de décision à faire pour s'adapter. On a l'impression Exactement. elle nous a creusé le chemin dans lequel on va pouvoir marcher. C'est ça, sans pour autant nous forcer. Mm. C'est une proposition de nouveaux choix. Cet élément-là, cette notion-là de prendre l'effort à la place et d'enlever la moindre charge mentale de la part du client, de la part de la personne en face, ça va être central pour l'expérience client. Et malheureusement, pour nous en France en tout cas, les anglo-saxons sont beaucoup beaucoup plus forts et beaucoup plus formés à ça. De toute façon, ils sont formés à être beaucoup plus empathiques et beaucoup plus dans le relationnel qu'en France où on a tendance à être beaucoup plus dans la question de justice, de vérité, de c'est mon droit, de machin, le client est roi et ce genre de trucs. Bref. Les marques de luxe d'ailleurs ont très bien compris cet élément-là. Je donne un autre exemple. Pareil, dans mon voyage en Angleterre, j'avais ma booking agent qui s'était occupée, je lui dis bonjour d'ailleurs si elle écoute le podcast, qui s'était occupée de me prendre une chambre d'hôtel. Donc, j'arrive dans l'hôtel, hôtel 4 étoiles, très bien placé, etc. Super beau à l'intérieur. Je rentre dans ma chambre et en fait, j'ai l'impression que le air condition, le ventilo ne marche pas. La clim. La clim, c'est ça. Pas le ventilo, la clim. La clim ne marche pas. Dans le sens où, en fait, je vois que sur la clim, il y a marqué 20 degrés. Mais en fait, il fait chaud à l'intérieur, vraiment. Et comme c'était des fenêtres assez ouvertes avec exposition, bah, ça a gardé la chaleur à l'intérieur. Donc, j'essaie de descendre le truc jusqu'à genre 15. J'attends 1 heure et ça bouge pas. Mm. Donc, je me dis, bon, bah, le truc, il est pété. Et j'entendais pourtant le son de la clim, mais il y avait rien qui bougeait, quoi. Je m'étais même amusé à le monter jusqu'à 30 et ça faisait pas chaud, plus chaud non plus. Donc, en fait, voilà. Donc, c'était cassé. Un peu désagréable parce que du coup, j'étais un peu fatigué du voyage, je voulais me reposer. Je descends à l'accueil et je leur fais excusez-moi, je viens d'arriver, j'étais un peu fatigué. Je leur dis je viens d'arriver, j'ai l'impression que la clim est pétée. J'étais censé rester 3 jours en plus chez eux. Donc la clim est pétée. Est-ce que vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et donc la personne à l'accueil, elle me fait ah, on est sincèrement désolé pour ça. Et ben, vous voulez qu'on vous rembourse? Et j'étais quoi?
Et c'était du tac au tac. Il y avait même Mmh. pas de vérification ou quoi que ce soit. Mmh. Elle m'a fait: «Bah, ouais, on vous rembourse la nuit et on va emmener un technicien, aujourd'hui, on vous tient au courant». Aussi simplement que ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un truc de effectivement, à la fin, donc il y a eu un technicien qui montait, effectivement, c'était pété. Ils pouvaient pas me changer de salle parce qu'ils étaient surbookés. Mmh. Donc du coup, il y avait pas la possibilité de m'upgrader ou de me mettre ailleurs, ce qui était une solution simple, mais comme là, tout était booké, il y avait pas de place. La seule chose qu'ils m'ont fait, c'est que le soir, ils sont venus, ils m'ont fait: «Bah, on est vraiment désolé, on n'a pas réussi à le bouger, on l'entend, donc du coup, il doit y avoir un problème plus profond à l'intérieur», et donc ils m'ont emmené un ventilo, vertical, tu sais, l'espèce de truc, Mmh, oui, oui. en truc. Donc c'était OK. C'était pas la meilleure température, mais bon, ça allait quoi. J'avais du vent et, hem et c'était OK. J'étais pas non plus, dans le désert quoi. Donc ça va. Mais par contre, il y avait ce truc-là qui m'avait vraiment étonné. Sans même vérifier la demande ou quoi que ce soit, je compense drastiquement par une émotion positive. Mmh. Je te rembourse le truc. Tu n'as pas eu l'expérience que tu cherchais, donc on te rembourse, le fait. Et en fait, là, on parle de remboursement de 300 balles parce que c'était 300 balles la nuit. Mmh. Donc c'est pas non plus, genre on te donne 10 ou sur le prochain achat. À la fin de mon séjour, il y a eu la directrice de l'hôtel qui est venue me voir. Elle m'a fait: «Ah mais attends, machin, elle va venir te voir». Elle m'a fait: «On est extrêmement désolé, on a entendu que vous avez eu ça, machin. N'hésitez pas à me recontacter si vous voulez revenir la prochaine fois. La prochaine fois, je m'occuperai personnellement de votre chambre et tout». Enfin, oufissime Ah quoi. ouais, ouais, Et tu carrément. t'en sors. Effectivement, on est dans du luxe. On est dans un hôtel 4 étoiles, on n'est pas dans un hôtel un ou 2. Mais par contre, de plus en plus de marques de luxe font ça. C'est-à-dire, la seule différence fondamentale, oui, effectivement, il y a des chocolats, il y a de l'eau, la chambre est plus jolie, mais en réalité, la plus grosse C'est différence, l'expérience client. c'est l'expérience client. Mmh. C'est ce truc-là de, en fait, j'avais l'impression que j'avais pas à me battre. J'avais pas besoin de forcer, de justifier. J'ai eu une expérience pas agréable. Ils sont pas rentrés dans comme on pourrait l'avoir en France parfois, ce truc-là de: «Attendez monsieur, laissez-nous vérifier, Mmh. machin», et en fait, du coup, tu rentres dans un truc qui renforce ce côté désagréable. Alors que là, tu es surpris et c'est très positif. C'est vrai que Assez incroyable. dans le luxe, il y a vraiment, vraiment beaucoup ça quand même, où ils considèrent même que c'est l'objectif, c'est l'expérience client. Parce qu'en fait, ce que tu achètes, c'est pas, par exemple, des vêtements, c'est une expérience d'avoir fait un achat de vêtements dans cette marque-là qui est Exactement. prestigieuse, etc. C'est ça. Moi, j'ai accompagné, je suis intervenu pour plusieurs marques de luxe, pour leur faire des formations de vente à leurs, commerciaux, et en fait, je ressens vraiment cette culture-là. Il y a vraiment ce truc-là de ils leur instruisent vraiment un storytelling hyper fort sur, en gros, quand tu vas acheter quelque chose relié à une marque, tu achètes une histoire, tu achètes Mm. une valeur et tu achètes une expérience, et tu achètes pas juste le produit, le matériau, quoi, et c'est là où ils sont extrêmement Et bons. c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est overpriced en fait par rapport à objectivement combien ça C'est coûte. ça. Tu vois par exemple les t-shirts Dior qui peuvent coûter 150 euros, 120 euros, objectivement ils ne coûtent pas ce prix-là. Et en fait c'est pas ce qu'ils vendent. C'est ça, parce qu'il y a quelque chose. Apple, une des premières entreprises qui a énormément fait ça. Un des éléments révolutionnaires de Apple, et pour toutes les personnes qui ont Apple, vous avez dû déjà voir avec leur Apple Store, c'était les tout premiers magasins sans caisse de sortie. Il n'y a pas de caisse dans les Apple Store. Il n'y a pas de borne d'achat. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que quand tu rentres dans un magasin, le moment le plus désagréable, c'est quand tu fais la queue et quand tu dois payer. Parce que c'est le moment où tu as ce moment de combien ça va coûter. Je vais dépenser, il y a le truc, est-ce que ça va bien se passer? Donc ils ont viré ce truc. Ils ont viré. Quand tu rentres dans un magasin Apple, l'objectif c'est comme un musée. Tu rentres, tu apprécies ou pas, tu discutes avec la personne qui t'accompagne. À la fin, c'est la personne qui te donne une tablette sur laquelle tu passes ta carte. Et donc, ils ont enlevé drastiquement tout le truc d'attente, de machin, etc. Expérience client. Très marrant. Walker, qui était Un ranger. un ranger. Effectivement, dans l'histoire. Non. Walker, en 2013, il avait prédit. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de travaux de sociaux et sur la sociologie et le marketing et le management des marques. Et il a prédit en 2013 que d'ici 9 ans, donc d'ici 2020-2021, l'expérience dans une entreprise ou l'expérience d'une marque sera avant tout l'expérience client. Et il avait raison. C'était le premier à avoir prédit cet usage-là. D'ailleurs,
Aujourd'hui, les marques, les différentes marques et notamment les consultants qui bossent pour les marques pour améliorer l'expérience totale et leur business model, etc. Un de leurs KPI, donc Key Performance Indicator, indicateur de performance, c'est le CES qui s'appelle le Customer Effort Score. Hmm. Et c'est sur ça qu'on va travailler. C'est quoi le Customer Effort Score? C'est-à-dire que, globalement, à quel point ce client fait des efforts pendant l'expérience, à quel point il doit donner de l'effort par rapport à ça. Et on a réalisé que plus l'effort est grand, moins agréable est l'expérience. Hmm. Plus l'effort est bas, plus grand est l'expérience. Je vous donne un exemple hyper simple. Si là je vous dis, imaginez, projetez-vous, vacances reposantes idéales, c'est quoi qui vous vient à l'esprit? Bah, j'imagine beaucoup, c'est repos sur la plage, massage, voilà, n'est-ce pas? Hmm. C'est l'image qui nous vient. Pourquoi? Un massage, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Les autres font pour toi. Tu es massé. Quand tu es à côté de la plage, on imagine quelqu'un qui vient t'apporter une boisson et donc tu ne fais rien. Tu as tous tes besoins qui sont assujettis. Tu peux juste profiter du moment et tu te laisses passer. D'ailleurs, c'est ça dans les hôtels all inclusive où tu n'as même pas besoin de payer parce que tu as un bracelet qui fait que tu paieras à la fin. Exactement. Et donc, du coup, tu enlèves tout ce qui est effort de réfléchir à ça. Pouf, tu scannes et tu avances. Ou, ben d'ailleurs, dans les hôtels de luxe, il y a aussi beaucoup ce truc-là où en fait tu payes rien quand tu es à l'intérieur de l'hôtel. Tu peux tout faire à l'intérieur de l'hôtel. Tu payes jamais rien. Ils te demandent juste à chaque fois quel est le numéro de ta chambre. Ouais. Et ensuite, à la fin, bah, tu payes tout parce qu'ils t'ont fait une note, quoi. Et ils ont fait une note en plus. Exactement. Et c'est assez incroyable parce que du coup, ça peut drastiquement changer l'appréciation d'une expérience. Donc, ça veut dire que relier une expérience positive, et pour qu'une personne ait une expérience positive, il faut lui diminuer l'effort qu'elle veut faire. Donc, pour les pros là qui nous écoutent, si vous voulez créer quelque chose de positif, de mémorable et d'hyper reposant pour vos clients, par exemple, ou pour vos partenaires, vous diminuez l'effort et on va voir dans un instant comment faire. Comment on fait pour baisser l'effort? Quels sont les biais sur lesquels on va jouer? À l'inverse, si vous voulez créer quelque chose d'un point de vue personnel pour, vous voulez faire un cadeau d'anniversaire à votre ami ou vous voulez faire une soirée surprise à votre chérie ou etc. Eh ben, vous allez réfléchir et vous pouvez réfléchir à comment faire en sorte que cette personne-là a le moins d'efforts possible. Et je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez un, et ça je me rappelle que ça m'était arrivé une fois. Quand j'étais jeune, il y avait un moment donné où mes parents voulaient me faire une surprise. J'avais, je crois, 10 ans. Et donc, ils voulaient me faire un cadeau. Et pour ce faire, mon père m'avait proposé, donc il m'avait dit, il y avait une surprise, machin. Donc, j'attendais, j'arrive à mon anniversaire. Et du coup, il me prend une lampe à huile, un peu comme la lampe Aladdin. Et il me dit, bah, choisis. Et ce que tu me diras, bah, je ferai de mon mieux pour te l'acheter ou pour qu'on aille à ce moment-là. Bah, en fait, c'était un peu désagréable. Moi, je trouvais ça mignon. C'est très mignon. Ah, mais non, mais je critique pas la tâche lui-même. Au contraire, je trouve ça incroyable. Par contre, Et ensuite, on prendra la voiture, on ira dans le magasin qui est à 1h30 d'ici. Et voilà, mais en fait, ce truc-là ce qui s'est passé, c'est que l'intention de tu peux tout avoir, c'est excellent en théorie, Hmm. mais en réalité, dans l'expérience, moi, ça m'a mis dans une position de choix. Hmm. Et là, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec le menu du restaurant où il y a 50 trucs. C'est vrai que c'est plus agréable d'aller dans un restaurant où il y aura une carte qui va être moins fournie ou une carte qui va être beaucoup plus épurée parce que le choix va être plus facile. Et puis en plus, même quand tu fais le choix de ce restaurant, parce que bah, tu sais déjà à peu près ce que tu vas manger, quoi. ouais, absolument. C'est ce truc-là de, en fonction de ce que je vais choisir, ça va avoir un impact négatif. Là, on arrive sur la notion de charge mentale. En réalité, l'effort est intrinsèquement relié aux charges Hmm. mentales, à l'effort de calcul que je dois faire. Et il y a deux choses qui ont été développées, le FOBO et le FOMO. Le FOBO, c'est le Fear of Better Option, et le FOMO, c'est le Fear of Missing Missing out. out. Voilà. C'est ces deux éléments-là qui font que je peux avoir de la charge mentale. Quand tu me dis, tu as le droit de tout choisir, mais tu as le droit qu'à un seul ou à deux choix. Et ben en fait, et on le voit d'ailleurs dans beaucoup de films ou de films courts
sur Court-métrage. YouTube, etc., de court-métrage, etc. Ce gag-là qui revient de quelqu'un qui tombe sur un génie, il sait pas quoi choisir et il choisit tout et au final il trébuche et en fait il obtient rien. Vous voyez ce truc? On l'a beaucoup. Ah, je voudrais ça. Non, 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 mieux. Je voudrais ça. Non, 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 mieux. Bah, ça, c'est le fear of better option. Le fear of better option, c'est tout simplement le cerveau qui se dit peut-être que j'ai pas fait le meilleur choix. Et donc, quand je fais quelque chose, eh ben, j'ai l'impression que j'aurais pu faire mieux. Mhm. Avec la carte, quand j'ai une grosse carte, je me dis ouais, mais est-ce que j'ai pas fait quelque chose qui est mauvais? Là, peut-être que le burger, en fait, il va pas être bon, alors que le penne, ça va être le meilleur penne que j'aurais jamais pris. C'est ce qui nous met dans cette position-là inconfortable. Petit parallèle d'ailleurs, si on revient sur la notion de cerveau prédictif, on pourrait considérer avec ce modèle-là de cerveau prédictif que l'effort, la charge mentale, serait la différence entre l'effort qu'on a anticipé et l'effort réel qu'on doit fournir. On va dans un restaurant, dans notre état d'esprit, on est là pour passer un bon moment entre potes. Donc, dans l'anticipation, dans notre cerveau prédictif, on est dans un état d'esprit de ça va bien se passer, ça va Oui, être on cool. n'imagine pas, par exemple, qu'on devra faire la vaisselle, quoi. Par exemple. Ou voire même faire un choix aussi complexe que choisir ce qu'on va manger. Mm. Et en fait, c'est un choix complexe, puisque ça demande une charge mentale qui est supérieure à ce qu'on anticipait. D'où le côté un peu parfois désagréable. Et comme tu l'as dit, il vaut mieux parfois avoir une petite carte qu'une grosse qui va créer cette sensation-là. Le nombre magique, c'est 6. On a réalisé que le cerveau arrive à conscientiser moins de 6 choix sans effort supplémentaire. Au-dessus de 6, c'est une moyenne. Pour certaines personnes, c'est 5, pour d'autres personnes, c'est 7. Mais en moyenne, c'est 6. Au-dessus de 7, ça commence à être compliqué. Le cerveau ne peut pas voir 7 objets à la fois. Ça correspond presque au nombre de chunks attentionnels. Exactement, c'est ça. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le chunk attentionnel, c'est le nombre d'éléments que je peux garder en même temps en stock. Et ben, tu me donnes une carte avec 4 plats possibles. Je peux les gérer. Je peux réfléchir à qu'est-ce que je vais faire entre eux. Tu me donnes une avec une dizaine, beaucoup trop complexe déjà, parce que j'arrive pas à les visualiser en même temps. J'arrive pas à les mettre dans mon attention en même temps. Donc ça, c'est la première chose. Le FOBO, le Fear of Better Option, hyper important. Si à un moment donné, vous faites ressentir à une personne, imaginez, voilà, vous avez un truc et quelqu'un, pour vous faire plaisir, vous dit, bon, bah, allez-y, choisissez le restaurant que vous voulez. Et quand vous sortez avec des potes, vous le voyez ce phénomène-là. Vous dites à quelqu'un, bon vas-y, en vrai, honnêtement, moi je mange de tout. Donc comme c'est toi, allez, j'ai envie de te faire plaisir, choisis. Mm. Et la personne vous fait, je sais pas. Au final, vous allez McDo ou alors vous allez à des restaurants chelous que vous attendez pas. Enfin bref, il y a des choix qui se font de manière très bizarre parce que du coup, personne n'a voulu imposer quelque chose. Donc le FOBO. Le deuxième, le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est cette envie-là de peut-être que je suis en train de louper quelque chose. C'est pas la même chose. Le FOMO arrive quand justement j'ai trop peu de choix. Quand j'ai l'impression qu'on me force dans une direction et où je me dis, oulala, là là, attends, peut-être que c'est pas la direction que j'ai envie de prendre. Ce FOMO-là arrive quand j'ai l'impression que les choix qui sont imposés restrictent drastiquement les anticipations que j'avais déjà. Si je prends une carte, ça serait par exemple une carte où en fait j'aurais le droit de choisir. En fait, je vais au resto et j'ai le choix que entre 2 plats et c'est tout. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, c'est juste 2 choix. Bah, je peux me dire, est-ce que vraiment je vais le faire? Parce que peut-être qu'il n'y a aucun des 2 choix qui vont me plaire en fait. Et donc là, on active le FOMO. D'ailleurs, c'est là où on réfléchit du coup au restaurant gastronomique. Restaurant gastronomique, pour beaucoup, ils vous font un voyage. Le nombre de mets. Plat unique. Des plats uniques. Et donc, c'est des mets de 6 à 9 plats. C'est des étapes. Pourquoi des étapes? Chaque plat est une petite quantité qui fait que vous allez jamais avoir plus faim en mangeant qu'un seul plat. Donc, le fear of missing out, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez goûter 7 trucs très différents. Déjà, il n'y a plus le fear of missing out. Et en même temps, je me laisse porter parce que je n'ai pas à faire des choix. Et donc, je me dis, je goûte plein de trucs et en même temps, je n'ai pas à faire de choix. Donc, j'enlève ces deux. C'est ce qui fait qu'on a l'impression d'être juste porté par l'expérience. Ce moment-là est hyper intéressant. Et donc, il y a eu une étude notamment en 2000 qui a été faite par Lugan et Lepper où globalement, on a réalisé que moins les gens avaient des choix à faire, plus ils étaient contents. Plus on enlevait le choix des personnes, plus on est content. Ça fait presque peur, dit comme ça. Ça fait presque peur. Mais en réalité, c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire que, en fait, le cerveau adore se sentir libre,
mais quand même dans un cercle restreint. On adore cette liberté-là dans un cadre Mm. donné. En créativité, on parle beaucoup de contraintes restrictives, de contraintes créatives. C'est-à-dire que l'endroit où on est le plus créatif, c'est le moment où on est suffisamment restreint pour être stimulé, mais pas trop restreint pour avoir un empêchement de liberté ou de sensation de libre Oui. arbitre. Et c'est cette étape-là, cet équilibre-là qui est intéressant. Pourquoi ça? Parce que au-delà du côté du choix, c'est que si on a fait un choix, même si on l'a apprécié, il y a toujours la possibilité, le plan B, la deuxième porte qu'on n'a jamais ouvert, qui restera dans notre esprit et qui peut créer du regret. Et ça, il y a eu une expérience qui a été faite avec plusieurs participants. Le jeu était simple. C'était les participants croyaient que l'on testait entre le thé, la théine et la caféine, lequel d'entre eux donnerait des capacités plus fortes à faire des gymnastiques mentales. Donc les participants, on leur disait, écoutez, on est en train de faire une expérience pour voir si la théine ou la caféine était plus efficace pour votre attention et pour votre créativité. Deux groupes, groupe A et groupe B. Dans le groupe A, on leur demandait de choisir s'ils voulaient boire du thé ou du café avant l'expérience. Dans le groupe B, on leur imposait soit du thé, soit du café. Mm. Et on leur disait, il y a les deux, on fait vraiment l'expérience sur les deux, mais on vous impose ça parce que voilà, le tirage au sort a fait ce truc-là. Et ensuite, on les mettait face à 10 mots, 10 acronymes, anagrammes, pardon, à résoudre. Donc des anagrammes, c'est des lettres qui sont mélangées et l'objectif c'est de les remettre dans l'autre Mm. pour faire un mot cohérent. Genre brare, ça serait arbre par exemple. Genre Tom Jedusor. Voldemort, voilà. Très très bien. Et donc du coup, ce moment-là, il devait juste résoudre ça. La réalité, c'est que les premiers sont hyper simples. 6, 7, 8, c'est complexe. 9, 10 sont impossibles. Mm. C'est des anagrammes qui sont pas résolvables, qui ne peuvent pas se résoudre. Et puis on demandait juste à la personne de faire l'expérience, de voir comment elle réalisait. Forcément, il y avait de la frustration à la fin. Ce qui est intéressant, à la toute fin, on posait la question. Donc là, on est d'accord qu'on leur a dit qu'on testait par rapport au café et au thé, mais C'est ça. pas Mais du on est en tout. train de tester autre chose. Ouais. Voilà, on est en train de tester par Mm. rapport au choix. Et pourquoi on leur a dit ça? C'est qu'à la fin de l'expérience, on leur posait la question. Déjà, est-ce que vous avez l'impression que le thé / le café vous a aidé dans l'expérience par rapport à ce que vous pensez habituellement? Et deux, est-ce que vous pensez que vous auriez fait mieux si on vous avait donné la deuxième option? Mm. Ceux du groupe A, ceux qui avaient fait un choix, ont dit oui. C'est parce que j'ai pris du café. Je me suis trompé. Mais Ah, en j'en fait, étais sûr. c'est ça, je me suis trompé, j'en étais sûr. Et ce qui est incroyable, c'est que quand ils étaient questionnés et on leur demandait vraiment parler autant que vous voulez, les réponses des gens, c'était des trucs du style «Oh, non mais en fait, quand j'ai pris le café, je savais que j'étais plus quelqu'un qui prenait du thé. En plus, j'ai l'habitude plus de prendre du thé et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, je suis sûr que si j'aurais pris du thé, ça aurait été mieux.» À l'inverse, ceux qui avaient pris l'inverse avaient dit Évidemment. vraiment l'inverse, c'est-à-dire que oh là là, Pourquoi j'ai pris du thé? pourquoi j'ai C'est pris du sûr que le café, c'est mieux. c'était mieux. Et en plus, je le sentais. Il y a des gens qui vous disent oui, je le sentais. Quand j'avais le choix, je me disais qu'il fallait prendre le café. Mais je sais pas pourquoi, j'ai fait une connerie, j'ai pris le thé. Ceux à qui on imposait le choix, ils disaient bon, je sais pas. Et rien à faire. Rien à faire. Il n'y a pas de. Et pas de cette frustration. Il n'y avait pas cette Mm. frustration. Il n'y avait pas cette sensation-là de est-ce que le café était plus fort ou pas? Ils disaient moi, je sais pas. Bon, certains disaient oui, peut-être, parce qu'il y en avait qui avaient l'habitude. Genre, par exemple, c'est quelqu'un qui buvait du café habituellement et on lui a donné du thé. Il disait bah ouais, j'ai l'habitude de boire du café, donc oui. D'autres, à l'inverse, on leur donnait leur boisson. Ils disaient bah non, moi j'ai l'habitude de Je boire suis du thé, habitué, vous m'avez oui, donné oui. du thé. Donc en fait, ça m'a aidé au maximum. C'est juste que j'ai pas réussi à résoudre le truc. Et d'autres, ils étaient mitigés. Donc on avait beaucoup plus de Mm. variations. Comment on applique toutes ces connaissances théoriques dans notre vie concrètement là? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soit pour moi, pour un client, pour une personne, l'objectif c'est de lui enlever au maximum les choix qui vont le stresser, tout en lui laissant la liberté d'agir. Et ça, c'est super important. Comme par rapport à ta boisson, où la personne te dit le plus proche du thé glacé que j'ai, c'est ça. Exactement. Parce qu'on est d'accord qu'en plus, l'exemple qu'elle t'a donné, c'est pas du tout un thé glacé. Hein. Non, mais en fait, elle En m'a fait, dit elle c'est t'aurait le plus dit proche d'ailleurs, le plus proche que j'ai, c'est un coca. C'est- Bah, c'est- juste le fait qu'elle te dise ça, ça aurait été plus agréable que de dire désolé, j'ai rien, fais un autre choix. Faire un choix, exactement. Et cette phrase-là est hyper forte. En fait, peut-être qu'elle a dû se dire qu'il y a un peu l'acidité de la limonade et Oui, tu peux peut-être ajouter le de la sirop, c'était de la menthe et pêche. Ou... voilà, de la menthe ou de la pêche, voilà, par exemple. Et donc, du coup, il y avait un peu cet état d'esprit-là. Donc, je le comprends. Mais effectivement, le seul fait d'avoir
proposer un choix supplémentaire, eh ben, ça a réduit drastiquement Ta charge cette, mentale. la charge mentale. Et donc, il y a deux choses à faire. Si vous voulez influencer quelqu'un à faire une action, deux choses. Simplifiez-lui les tâches, c'est-à-dire enlever au maximum le nombre de choix qu'il doit faire. Si vous pouvez lui en imposer quelques-uns qui sont moins importants, faites-le. Créez un cadre qui va être simple. En revanche, laissez-lui la liberté d'agir Mm. pour qu'il se sente maître de ses décisions. Elle m'a pas dit je vais te faire une limonade à la place. Elle m'a dit je peux te proposer ça. Ah oui, et puis on sent que c'est vraiment désagréable si elle te dit j'ai pas d'ice tea, je te fais une limonade. Ouais, vas-y. C'est Bon, allez, hop, vraiment- voilà, une limonade pour le coco. Ça aurait été très désagréable. Alors que le truc le plus proche que je peux te proposer, c'est une limonade. Là, vraiment, c'est génial pour t'alléger du choix infini qui est, ben, il y a n'importe quelle autre boisson, quoi. Exactement, c'est ça. Et donc, ce truc-là, c'est comme ça que vous pouvez l'appliquer. Si vous voulez aider quelqu'un à aller dans une direction, si vous voulez influencer quelqu'un, ou même si vous voulez rendre une interaction plus agréable, je donne un exemple concret. Je suis en train de travailler avec un client. Pour ce client-là, il me demande, par exemple, voilà, j'ai besoin d'un spectacle sur mesure pour une soirée, bien, qu'est-ce que tu as à me donner? Eh ben, mon objectif là, c'est de lui montrer que je prends en charge le maximum possible dans les choix, tout en lui donnant quand même une liberté de choisir, mais pas énormément de trucs. Donc, souvent, ce qui se passe d'ailleurs, quand vous voyez il y a beaucoup d'artistes sur leur site ou de prestataires sur leur site, ils disent on vous fait tout. On fait magicien, mentaliste, ballon, spectacle pour enfants, spectacle de machin, conférence, etc. Et en fait, du coup, le client, parfois, et j'ai déjà vu ces interactions-là, la personne qui essaie de vendre, il dit ah bah, allez, regardez, voici ma brochure. Et choisissez, regardez tous les trucs que je propose. Oui, alors que les bons vendeurs, ils vont d'abord questionner sur les besoins et ils vont proposer une offre adaptée. Exactement. Une offre adaptée, et Une pas offre. 50 offres adaptées. Ou j'irai plus loin, deux offres Mm. adaptées. Pourquoi? Pour laisser toujours ce choix-là, Mm. cette impulsion. Voire même trois parfois, parce que ça peut être intéressant de varier les différentes Les intentions. tarifications. La tarification, exactement. Mais par contre, je ne vais pas leur dire lisez et démerdez-vous. Donc je vais voir quel est l'effort que eux ils vivent. Est-ce qu'il y a de l'effort vis-à-vis du prix? Auquel cas, je peux déjà désamorcer par rapport au prix. Est-ce qu'il y a un effort vis-à-vis du contenu? Auquel cas, je vais désamorcer par rapport à cet effort. Est-ce qu'il y a une crainte par rapport au côté agréable, au côté de la durée? Tout ça, c'est pour ça que je vais questionner. C'est pour comprendre où est-ce qu'il y a de la charge mentale dans leur tête. S'ils viennent, ils demandent un prestataire, c'est qu'il y a une charge mentale par rapport à un problème qu'ils veulent résoudre, globalement. Donc moi, mon job, c'est de résoudre ce problème. Pour faire ça, je veux leur enlever le maximum pour que ce soit le plus agréable de bosser avec moi. Une fois que c'est fait, bah dans ce cas-là, je vais leur faire effectivement 2, voire 3 parfois propositions, avec toutes les choses que je sens va les aider le plus. À ce moment-là, du coup, ils sont guidés. Donc il n'y a pas un truc de je fais Mm. de tout, Je suis lâché dans la nature. je suis lâché dans la nature. Et en même temps, ils n'ont pas un truc de bah, je vous fais ça, oui ou non, sinon on se barre. Et du coup, ils se sentent contraints, Mm. limite forcés à accepter une offre. Alors que si j'en mets 2 ou 3, il y a un peu cette liberté-là de j'essaie pas de vous forcer en fait. J'essaie vraiment de vous proposer quelque Mm. chose où vous gardez le contrôle. Donc, assez de liberté pour se sentir tranquille et serein et avec la possibilité de faire des choix. Et pas trop non plus de possibilités pour pas perdre la personne et lui créer de la charge mentale inutilement. Exactement, c'est ça, pour jouer justement sur le FOMO et le FOMO. Si vous voulez créer une expérience agréable pour un ami, un collègue, un amoureux, amoureuse, eh ben, comment vous pouvez faire? Essayez d'anticiper tous les choix que la personne aurait pas eu d'avis là-dessus. Exemple, je sais pas moi, si vous voulez l'emmener faire un voyage, et ben, vous pouvez vous dire, ah bah, je sais pas si la personne vraiment a une valeur profonde sur s'il faut prendre le bateau ou la voiture Mm. ou, Ou l'avion. ou l'avion. Bah, dans ce cas-là, choisissez à sa place. Si vraiment il n'y a pas de valeur associée. Enlevez, faites tous les choix nécessaires si la personne n'a pas de valeur forte attachée. En revanche, pour toutes les choses qui sont importantes pour la personne, du genre, vous savez que vous allez l'emmener dans une pizzeria, et en fait, elle adore 2 types de pizza en fonction du jour. Bah, vous lui laissez ces 2 choix. Ou alors une troisième qui lui laisse la possibilité. Vous voyez, vous pouvez dire, bah, il y a ça et ça, ou autre sur mesure que vous pouvez demander au chef. Mais l'avantage, c'est qu'il y a déjà 2 trucs qui sont déjà créés. Et donc, la personne a l'impression de faire des choix qui comptent pour elle. Et donc, c'est intéressant. Du genre, pour l'hôtel, par exemple, ils prennent en charge, eux, bah, comment dire, euh, le confort, ils prennent en charge le fait de réparer La clim. la clim, ils prennent en charge le fait qu'il y a de l'eau, etc. Ils te Machin. remboursent. C'est ça.
probablement, il te conseille même d'autres hôtels Il me sur lesquels conseille, aussi. il me rembourse. Par contre, il me laisse faire les choix qui comptent pour moi, c'est-à-dire à quel moment je pars, Mm, à quel moment je bien rentre, sûr. quel est le code d'accès. Pourquoi on vous donne ça? Ça vous paraît absurde. Vous vous dites, bah oui, c'est évident que je veux rentrer et sortir à n'importe quelle heure. Oui, mais sauf que ça, c'est un choix que vous voulez faire parce que c'est important pour vous. Et donc, ils laissent ce choix-là justement pour que vous soyez libre dans les choix qui sont importants pour vous. À l'inverse, ils enlèvent tous les choix qui peuvent vous créer de la Mm. difficulté. Du genre, Tous les choix que vous n'avez pas envie de faire, en fait. c'est ça, tous les choix que vous n'avez pas envie de faire, qui sont pas importants pour vous. Du genre, quelle chambre vous voulez choisir? Quelle disposition? Exposée au soleil Mm, ou sans exposition au soleil? Vous êtes en mode, je sais pas moi. Sauf si vraiment vous avez une vraie demande et dans ce cas-là, vous allez à l'accueil et vous leur dites, moi je veux absolument un truc parce que j'aime pas le soleil quand il mm. arrive. Mais sinon, à part ça, au deuxième ou troisième étage, machin, ça me pousse à faire un effort de réfléchir plus. Alors que si je suis juste tiré par la main, vraiment, et choisir où je veux aller, bah, c'est beaucoup plus agréable. Mm. Alors, le tips de cette semaine, ça va être revenir sur un point qu'on a un peu mentionné ici sur cet effort-là. C'est-à-dire, supposons que j'ai l'impression qu'il y a un moment donné, dans un cadre très concret, j'ai l'impression que des interactions que j'ai avec une personne se passent mal. À chaque fois que je parle avec un collègue, ça se passe pas très bien. Il y a un truc qui est un peu désagréable. J'arrive pas à m'entendre avec cette personne. Ça peut être intéressant d'analyser vos interactions du point de vue de l'effort perçu. L'effort Ok. perçu par lui. Essayez de voir, est-ce que dans vos interactions, est-ce qu'il ne se sent pas contraint, il n'a pas l'illusion, l'impression d'être contraint dans certains choix qu'il n'a pas envie, auquel cas, dans ce cas-là, élargissez le scope, laissez-lui plus de place et laissez-le prendre, diminuez l'effort, ou est-ce qu'à l'inverse, il a l'impression qu'on lui refoule trop de responsabilités, ou dans votre interaction, il a l'impression que vous lui déléguez trop de patates chaudes et qu'il n'arrive pas à gérer, auquel cas, faites plus de choix, proposez plus de choses et laissez-le aller. Et avec ça, en baissant l'effort, en simplifiant les éléments, vous allez réussir à être plus influent et plus agréable dans vos collaborations. Génial. Merci, Ta. Avec plaisir. On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parle d'un outil que j'utilise moi régulièrement, qui est un outil qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Nous avons toutes et tous des objectifs à atteindre, cependant c'est très difficile parfois de réellement les faire. Alors comment? On verra ça la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.